Le 6 septembre 2025, un essaim de drones surgit au-dessus du Sahel et fend l'aube comme une balafre. En quelques jours, plus de 400 plateformes commerciales adaptées avec guidage iranien et charge de 2,3 kg renversent l'avantage conventionnel, étouffent Djibo et d'autres villes burkinabées sous un siège sans ligne de front. Que peut faire Ibrahim Traoré face à une guerre portable où chaque agriculteur peut devenir pilote et chaque frontière une cible mouvante pour des frappes bon marché mais précises? 30 jours à venir décideront si un pays résiste ou s'effondre et quel visage prendra l'Afrique. Ce récit n'est pas seulement une chronique militaire, c'est une course contre l'effondrement. Dans les 60 prochains jours, la survie du Burkina Faso dépendra de la capacité d'Ibrahim Traoré à transformer le désespoir en cohésion nationale. Les enjeux dépassent la souveraineté d'un seul État, ils engagent la stabilité du Sahel, les routes commerciales de l'Afrique de l'Ouest et la crédibilité de ses alliances. En 2 phrases, toute la promesse tient: résister pour survivre ou céder et disparaître. La question n'est pas abstraite. Déjà, 17 villes sont encerclées, 4 millions de civils piégés. À mesure que les drones prolifèrent et que les cargaisons d'armes étrangères franchissent les frontières, chaque heure devient décisive. Si le Burkina tombe, la contagion s'étendra vers le Mali et le Niger, remodelant la carte politique du continent. C'est la ligne de front d'une Afrique qui cherche à se défendre seule, sans tutelle ni illusion. Révélation en chiffres. 68 000 civils piégés à Djibo, plus de 400 drones répertoriés par le renseignement burkinabé, et 2400 fusils AK-47 saisis dans une seule cargaison en provenance de Téhéran. Ces données ne sont pas des rumeurs mais des signaux de basculement. Le 6 septembre 2025, dans la région de Dogo-Sego, à 67 km de la frontière, un essaim de drones commerciaux s'est élevé silencieusement. Le premier bombardement téléopéré du Sahel. En moins de 24 heures, les analystes ont retracé la technologie jusqu'à la garde révolutionnaire iranienne. Cette découverte a pulvérisé l'ancienne logique militaire du Sahel. La supériorité aérienne et les blindés lourds ne suffisent plus lorsqu'un simple appareil à 300-400 € peut neutraliser un convoi à 30 km. Dans cette nouvelle équation, Ibrahim Traoré doit gérer un paradoxe. Chaque innovation ennemie réduit sa marge de manœuvre, chaque riposte l'épuise financièrement. Depuis 3 ans, le nord du Burkina Faso vit sous blocus. Plus de 17 villes, Siba, Dori, Gorom, Fadan-Gourma, survivent sans médicaments ni carburant. La ville de Djibo symbolise cette asphyxie. Aucun ravitaillement n'y est entré depuis février 2022. Les ONG décrivent des enfants mourant de maladies évitables, des hôpitaux vides et des champs abandonnés. En arrière-plan, les puissances étrangères tissent leur toile. L'Iran arme, la Chine assemble, la Russie conseille. Cette orchestration transforme le Sahel en laboratoire de guerre asymétrique. Les frontières s'effacent, les loyautés se brouillent, la peur s'installe. Et pourtant, au milieu de la débâcle, un fait subsiste. L'État burkinabé continue d'émettre des ordres, de collecter du renseignement, de parler au nom de sa population. Le chaos n'a pas encore englouti la République, mais il la grignote à chaque aube. Au centre de cette tourmente, une figure s'impose. Ibrahim Traoré, capitaine devenu chef d'État, symbole d'une nation sous siège. Son apparition à l'aube du 7 septembre 2025, dans une allocution diffusée à 6h00, a marqué un basculement psychologique. D'un ton calme mais ferme, il a déclaré « Nous affrontons la plus grave menace depuis notre indépendance ». Derrière cette phrase se cache un dilemme colossal. Comment défendre une république à court de tout, carburant, munitions, espoir, face à une coalition invisible? Les premières réponses sont venues de la population elle-même. Dans les quartiers de Ouagadougou, des milliers de jeunes ont rejoint les volontaires pour la défense de la patrie. À Dori, des enseignants ont reconverti des écoles en dépôts de vivres. À Kaya, des médecins militaires improvisent des cliniques sous tente pour éviter la propagation des maladies. Ces gestes isolés, à première vue dérisoires, composent un réseau de résistance silencieuse. Sous la supervision du colonel Amadou Triora, le renseignement burkinabé intercepte les communications ennemies et identifie des ateliers clandestins le long de la frontière. Chaque interception, chaque drone capturé nourrit une cartographie de la menace. Pourtant, malgré ces avancées, la pression reste constante.
Chaque convoi doit traverser des zones minées, chaque route peut se transformer en piège mortel. Dans cette guerre sans ligne claire, le facteur humain devient décisif. Et c'est là que Traoré joue son rôle le plus subtil. Maintenir la cohésion morale quand tout s'effondre. Car au-delà des armes et des alliances, le cœur du combat repose sur une conviction simple. Un peuple uni peut survivre là où une armée seule échouerait. Tout s'accélère à l'aube du 7 septembre 2025. Les premières frappes de précision s'abattent sur l'aéroport international de Ouagadougou, le complexe présidentiel et plusieurs dépôts logistiques. Le ciel s'illumine d'éclairs discrets, suivis d'explosions brèves mais chirurgicales. Les images satellites confirment une vaste opération est en marche. En réponse, le capitaine Ibrahim Traoré mobilise la plus grande opération militaire de l'histoire du Burkina Faso. Dans les heures suivantes, l'état-major impose la loi martiale dans 12 provinces, réquisitionne tous les hommes de 18 à 45 ans et déploie des batteries anti-drones chinoises autour des infrastructures vitales. Les conseillers russes affluent pour former les troupes à la guerre urbaine et au brouillage électronique. À la radio nationale, un mot d'ordre résonne. Résister, reconstruire, respirer. Les fronts se multiplient. Au nord, Djibo résiste, encerclé mais tenace. À l'est, Dori et Fadangourma deviennent des citadelles de fortune, abritant civils et miliciens. Au centre, Ouagadougou transforme ses écoles en abris et ses stades en centres logistiques. Chaque ville devient un maillon du dispositif. Les attaques se succèdent. 40 en 3 jours, toutes ciblées contre des points de communication. Les techniciens de la défense improvisent un réseau d'urgence à base de satellites prêtés par la Chine et de relais portatifs venus de Russie. Pendant ce temps, les puissances voisines bougent. Le Mali mobilise 3 400 soldats et 67 véhicules blindés pour sécuriser la frontière commune. Le Niger engage 8000 hommes, 200 forces spéciales et 12 chasseurs G7 fournis par Pékin. Même le Tchad envoie 200 soldats d'élite, formés aux contre-snipers et aux extractions d'urgence pour protéger personnellement Traoré. Mais chaque victoire tactique a un coût. Les réserves de carburant fondent, les convois humanitaires, souvent détournés, atteignent à peine 30% de leur destination. Le blocus de Djibo s'étend aux villages voisins. Les infections respiratoires et la malnutrition infantile progressent. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 2,68 millions de déplacés, 4 millions de personnes en insécurité alimentaire et 2,1 millions d'enfants privés d'école. Dans ce chaos, un second front s'ouvre, celui de l'information. Les insurgés diffusent des vidéos de leurs frappes, tandis que la jeunesse burkinabé inonde les réseaux d'un mot-clé devenu cri de ralliement, Va Defend Burkina. En 24 heures, plus de 4 millions de messages contrecarrant la propagande djihadiste et collectent 12,3 millions de dollars pour l'effort civil. Chaque jour, les drones reviennent. Chaque nuit, les sirènes hurlent. Et pourtant, la résistance tient. Le capitaine Ibrahim Traoré, épuisé mais inflexible, répète à ses troupes « Nous avons survécu à la fin, nous survivrons aux machines. Le combat pour Ouagadougou vient de commencer et le monde entier retient son souffle. » La logique du conflit s'exprime désormais en chiffres impitoyables. En moins d'un an, la production aurifère du Burkina Faso s'est effondrée de 60%, les exportations de coton ont chuté de 89% et 67% des structures de santé du Nord et de l'Est ont fermé. Ce désastre économique dessine la profondeur du choc. Un pays vidé de ses revenus, paralysé par le siège et rongé par une économie de guerre. Chaque pourcentage ici est une vie, un emploi, un espoir sacrifié. Les finances publiques confirment l'hémorragie. Les recettes de l'État pour 2025 ont diminué de 67% par rapport à 2022, tandis que 89% du budget sont absorbés par les dépenses militaires. Les réserves de devises, désormais réduites à 127 millions de dollars, ne couvrent plus que 3 mois d'importation. L'endettement extérieur culmine à 7 milliards, soit 78% du PIB. Ce déséquilibre rend toute aide conditionnelle, chaque prêt plus risqué. La monnaie, elle aussi, vacille. Le franc CFA s'est déprécié de 34% face aux principales devises. Pour Ibrahim Traoré, cette spirale n'est pas qu'un graphique économique, c'est une équation de survie. Sans ressources, sans exportation, il doit financer une guerre totale tout en évitant l'effondrement de la société civile.
Dans ses entretiens internes, il décrit la situation comme une bataille contre le temps. Ses conseillers militaires mesurent les pertes autrement. 1900 insurgés neutralisés, 234 attaques djihadistes empêchées, 45 communautés libérées. Mais ces gains stratégiques ne masquent pas la tragédie humaine. Les agences humanitaires estiment à 4,2 millions le nombre de personnes en insécurité alimentaire aiguë et à 2,68 millions celui des déplacés internes. 23 travailleurs humanitaires ont été tués, 67 kidnappés, un record historique. Les prix alimentaires ont bondi de 134%, tandis que l'inflation globale atteint 68%. Derrière ces nombres, des millions de familles vivent dans l'incertitude absolue, rationnant l'eau et la farine, coupées du reste du pays. Les effets collatéraux s'étendent. 89% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté. Les écoles, vidées, deviennent des entrepôts. Les hôpitaux de campagne improvisés fonctionnent sans anesthésie. Même la communication militaire repose sur des terminaux civils bricolés. Dans cette économie du manque, chaque ressource devient stratégique. 1 litre d'essence, une antenne satellite, 1 kilo de riz. Allez, riz. Pour les analystes régionaux, la trajectoire du Burkina Faso est claire. Un État qui tente de survivre à la convergence simultanée de la guerre, de la famine et du défaut financier. Et pourtant, le pays n'a pas cédé. Les forces civiles et militaires fusionnent, soutenues par la diaspora et quelques alliés asiatiques. L'écart entre le désastre mesuré et la résistance vécue est le véritable enjeu de cette guerre. Une réalité que les statistiques ne savent pas calculer. Deux visions s'opposent désormais au cœur du débat sur le Burkina Faso. La première, défendue par les chancelleries occidentales, estime qu'Ibrahim Traoré a isolé son pays en privilégiant une logique militaire au détriment de la diplomatie. Selon cette lecture, la dépendance envers Moscou et Pékin compromet la souveraineté qu'il prétend protéger. Pour ces observateurs, la militarisation du pouvoir mine la stabilité à long terme, ferme la porte aux négociations et alimente un cycle de confrontation sans issue. La seconde position, plus enracinée dans le Sahel, perçoit la rupture de Traoré non pas comme un isolement, mais comme une affirmation. Dans cette optique, refuser les modèles imposés par l'extérieur n'est pas un repli, c'est un acte de résistance stratégique. Les défenseurs de cette ligne soulignent qu'aucune alternative crédible n'a été proposée par les institutions régionales depuis la suspension du Burkina par la CEDEAO, et que face à une guerre hybride où les drones remplacent les diplomates, le pragmatisme prévaut sur les dogmes. Les données tracent un chemin plus nuancé. Le partenariat russe a permis la formation de 15 000 soldats au Mali et l'envoi de 200 mercenaires Africa Corps pour la défense de Ouagadougou. La Chine, elle, a fourni $1 milliard de prêts d'urgence, 23 hélicoptères et des systèmes anti-drones, tout en évitant une implication directe. Ces soutiens ont limité l'effondrement, sans pour autant le conjurer. Les chiffres prouvent que sans eux, la capitale aurait pu tomber dès septembre. Les critiques reconnaissent alors une vérité inconfortable. Sans alliance de circonstances, aucune armée du Sahel n'aurait résisté à une guerre asymétrique de cette ampleur. Traoré incarne ainsi un paradoxe, dépendre pour mieux s'émanciper. Son pari est risqué, mais rationnel dans un monde où la souveraineté ne se défend plus seulement avec des frontières, mais avec des équilibres mouvants. Sous la surface du désastre, un phénomène inattendu émerge, la résistance numérique. Alors que les drones dominent le ciel, les jeunes du Burkina s'emparent des réseaux pour contrer la guerre psychologique. En 2 semaines, plus de 4 millions de messages sont diffusés, neutralisant la propagande djihadiste et exposant les ingérences étrangères. Ce soulèvement invisible devient un bouclier social, un champ de bataille virtuel où la vérité se défend pixel par pixel. Ibrahim Traoré comprend la portée de cette mutation. Il crée une cellule de veille civique connectant les collectifs étudiants, les journalistes indépendants et les ingénieurs locaux. L'objectif, transformer la colère en coordination. Chaque partage, chaque témoignage, chaque carte satellite devient un acte de souveraineté. Cette fusion du terrain et du numérique symbolise un tournant. Le pays, encerclé, redécouvre sa voix. Mais ce renouveau s'accompagne d'une interrogation. Peut-on gagner une guerre matérielle avec des armes immatérielles ? La réponse se joue dans les jours qui viennent.
là où la technologie et la foi populaire s'entremêlent pour retarder l'effondrement annoncé. Sur le plan national, l'appareil d'État fonctionne en mode d'urgence permanente. Les institutions civiles partagent désormais leurs locaux avec l'armée. Le Parlement est suspendu, remplacé par un conseil de crise. Les forces de sécurité, sursollicitées, se relaient sur trois fronts. Ibrahim Traoré dirige depuis un bunker sous Ouagadougou, orchestrant chaque décision entre survie et continuité. La cohésion du commandement militaire reste un miracle d'équilibre, nourri par un patriotisme lucide. Tenir pour éviter la dislocation. Sur le plan économique, le tissu productif s'est effondré. 68% de la production aurifère, 89% du coton et 60% de l'élevage ont disparu. Les marchés s'approvisionnent daily par troc, les devises s'échangent à perte. L'inflation dépasse 68%, la pauvreté touche 49% des habitants. Et pourtant, des filières locales renaissent. Ateliers de drones défensifs, agriculture de subsistance, circuits de distribution communautaire. Ce repli forcé vers l'économie circulaire devient une stratégie de survie. Sur le plan humanitaire, les chiffres sont accablants. 2,68 millions de déplacés, 82 millions de personnes en insécurité alimentaire, 2 à 1 million d'enfants privés d'école. Mais la résilience s'organise. Les ONG locales créent des couloirs humanitaires clandestins. Des femmes, regroupées en collectifs, fabriquent des rations d'urgence pour les garnisons. L'esprit communautaire redevient un outil de défense. Des jeunes médecins, formés à l'étranger, reviennent pour soigner dans les zones rouges. Ces actes isolés rappellent que la solidarité reste la première infrastructure d'un pays en guerre. Sur le plan régional, la guerre du Burkina redessine tout le Sahel. Le Mali déploie 15 000 hommes pour contenir les incursions. Le Niger renforce ses alliances russes. Le Tchad, craignant un effet domino, stationne 200 soldats d'élite autour de Traoré. L'ombre de l'Iran plane toujours, tandis que la Chine et la Russie équilibrent leur influence face à un Occident divisé. Chaque capitale observe Ouagadougou comme un baromètre. Si elle tombe, la contagion idéologique pourrait embraser 200 millions d'Africains de l'Ouest. Au croisement de ces 4 dimensions, Ibrahim Traoré reste l'axe de gravité. Son pari, transformer la survie en projet collectif. Car ce qui se joue ici dépasse le Burkina Faso, c'est la capacité du continent à rester maître de son destin. 3 trajectoires se dessinent pour les 12 mois à venir. D'abord une issue où le siège s'atténue sans disparaître. L'armée consolide ses positions, les alliés russes et chinois maintiennent leur soutien, et l'aide humanitaire s'accélère sous supervision africaine. L'État reprend lentement le contrôle de ses frontières nord. La croissance reste négative, mais les écoles et marchés rouvrent par intermittence. Dans ce cas, Ibrahim Traoré conserve le pouvoir, à condition de maintenir la discipline militaire et de restaurer la confiance des civils. Ensuite, une perspective plus optimiste imagine des alliances régionales aboutissant à un corridor humanitaire permanent. La production aurifère repart, les importations reprennent, et le pays atteint une forme de stabilité relative. Les jeunes, moteurs de la défense numérique, deviennent acteurs de la reconstruction. Le gouvernement initie un programme de souveraineté productive, agriculture, artisanat, énergie locale. La diplomatie reprend pied avec une CEDEAO contrainte de reconnaître la légitimité du régime de transition. Dans ce cas, le Burkina Faso s'imposerait comme un modèle de résilience africaine. Enfin, un scénario sombre envisage une pression économique provoquant une fracture interne. L'armée s'épuise, la population migre, les groupes insurgés multiplient les frappes, les soutiens étrangers réduisent leur aide, redoutant une guerre régionale ouverte. Si Ouagadougou venait à tomber, le Sahel pourrait se transformer en archipel d'émirats sous influence iranienne, précipitant une crise humanitaire d'ampleur continentale. Dans chacun de ces cas, un facteur détermine l'issue. La capacité du pays à coordonner défense, diplomatie et développement sans renoncer à sa souveraineté. Si la société civile demeure active et la jeunesse mobilisée, alors même le pire scénario peut se transformer en résistance durable. Au-delà des statistiques et des stratégies, ce conflit s'écrit aussi dans la chair du quotidien. Dans les quartiers de Ouagadougou, les boulangers préparent encore du pain avec la moitié de farine habituelle. À Dori, les instituteurs continuent d'enseigner sous des abris de fortune.
À Kaya, des mères improvisent des cantines solidaires pour nourrir les enfants de soldats mobilisés. Ces gestes minuscules, accumulés, maintiennent le pays debout. Pour les jeunes Africains qui regardent, la guerre du Burkina Faso résonne comme un miroir. Elle rappelle que la souveraineté ne se décrète pas depuis les chancelleries, mais se forge dans les mains de ceux qui refusent de céder. Ibrahim Traoré, souvent décrit comme un symbole de défi, incarne ici une idée plus vaste, celle d'une génération décidée à ne plus attendre la protection aucun extérieur pour se sauver elle-même. Aux observateurs étrangers, cette histoire offre une leçon d'humilité. Derrière les chiffres se cachent des visages, des familles, des étudiants qui programment des drones défensifs sur des ordinateurs de seconde main. Le courage n'a pas besoin de spectateurs, il a besoin de relais. Et pour chacun de nous, la question demeure: que ferions-nous si notre propre ville devenait Djibo, si nos écoles étaient fermées, si nos enfants avaient faim? Le drame du Burkina Faso est aussi un rappel universel. Dans un monde saturé d'images, la solidarité la plus simple reste celle qui agit. Car au fond, ce combat ne parle pas seulement de frontières, il parle de dignité. Et celle-ci, lorsqu'elle s'éveille, peut traverser les continents. Pour sortir du siège et éviter l'effondrement durable, Ibrahim Traoré et son équipe esquissent une stratégie en 5 étapes. D'abord, stabiliser le territoire. Les provinces du Nord doivent être sécurisées par un maillage militaire et communautaire mixte. Chaque localité libérée devient un point d'ancrage logistique où convergent aide humanitaire et défense locale. Ensuite, relancer la production vitale. Un programme de souveraineté agricole prévoit la réhabilitation de 200 000 hectares de terre et la distribution de semences locales. L'objectif ? Réduire de moitié la dépendance alimentaire en un an. Puis, reconstruire les infrastructures essentielles. Des partenariats avec la Chine et le Nigeria visent la remise en service de 67% des routes principales et de 45% des réseaux électriques avant fin 2026. Par ailleurs, créer un front numérique africain. Les collectifs civiques et technologiques, nés dans la résistance en ligne, deviennent un ministère officieux de la cybersécurité. Le modèle : connecter les citoyens, protéger les données, contrer la propagande, enfin rouvrir la diplomatie sur de nouvelles bases. Plutôt que d'attendre une reconnaissance extérieure, le Burkina invite les États africains à bâtir une alliance de souveraineté coopérative, un pacte qui lie défense et développement sans interférence étrangère. Ces 5 mouvements définissent une voie réaliste, mesurable et endogène. Le message sous-jacent est clair. La survie passe par la coordination entre l'État, la société et la jeunesse. Si ce triangle reste soudé, alors le redressement n'est plus un rêve, mais un horizon. Le crépuscule tombe sur Ouagadougou et le bruit des drones s'éloigne peu à peu. Dans une école ravagée, transformée en centre de soins, une lumière vacille, celle que des étudiants ont branchée à un générateur de fortune. C'est ici que tout a commencé et c'est ici que tout se rejoue. L'un d'eux lève la tête vers le ciel et murmure « Tant qu'il reste une ampoule, il reste une nation ». Ibrahim Traoré réapparaît brièvement à la télévision nationale. Il ne promet plus la victoire, mais la continuité. Ses mots sont simples. Nous avons connu la faim, la peur, la perte, mais nous avons appris que notre force ne vient pas des armes, elle vient des liens. Ce rappel, modeste et grave, ferme la boucle ouverte au début du siège. Le Burkina Faso n'est pas sauvé, mais il tient encore. Et dans ce tenir réside tout le sens de cette guerre, celle d'un peuple qui refuse l'effacement. Chaque souffle, chaque main tendue, chaque chant improvisé devient un acte de souveraineté. Résister n'est pas espérer, c'est persister. L'histoire du Burkina Faso n'appartient pas qu'à ses frontières. Elle parle à chaque Africain, à chaque voix qui refuse le silence imposé. Si cette lutte vous émeut, ne détournez pas le regard. Parlez-en, partagez-la, enseignez-la. Chaque mot transmis prolonge la résistance. Les 30 prochains jours décideront peut-être du sort d'un continent, mais au-delà des armes et des alliances, c'est la conscience collective qui écrira la suite. Ibrahim Traoré et les millions de Burkinabés qui se tiennent encore debout ne demandent pas la pitié, ils appellent la solidarité lucide, celle qui agit sans slogan. L'Afrique se relève déjà, discrètement, dans ses écoles, ses champs, ses ateliers. Soutenir le Burkina Faso, c'est défendre cette idée simple, qu'aucune nation ne doit se battre seule pour exister. Alors, avant de faire défiler l'écran, posez-vous cette question. Que vaudrait notre liberté si nous laissions tomber ceux qui la défendent encore ?
L'histoire s'écrit maintenant, et chacun de nous en détient une phrase.